Coucou. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on va laisser les gens arriver tranquillement. Et ensuite, on va démarrer. On a aujourd'hui, pour le jour 3, marketing, copywriting, vente, contenu. C'est mon jour préféré forcément, puisque c'est mon métier principal. On a une quarantaine de slides à voir ensemble. Je pense qu'on devrait faire le tour en plus ou moins 1 heure. Puis ensuite, on fera des questions-réponses, etc. Comme je vous le disais sur le groupe et par email, on va essayer aujourd'hui de plus vous donner l'information, vous dire comment l'utiliser, plutôt que de faire à votre place et de vous dire quoi faire. Tout simplement parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça hier après-midi, en vous donnant la réponse en 3 minutes, parce que de par le format de cet atelier, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas vous faire cheminer. Je ne vous rends pas du tout service, puisque je vous donne une réponse que vous n'êtes pas capable de retrouver tout seul. Je vous rends dépendant à moi, et ça ne vous aide pas du tout. Vous avez l'impression, parce que sur le coup, ça soulage, on vous enlève une épine du pied. Mais le problème, c'est que vous allez continuer à marcher sur des épines et vous ne savez pas les enlever. Donc, je vais essayer de plus vous dire, voici quoi faire, voici comment vous pouvez le faire, sans vous dire, dans votre cas particulier, faites ça. On va tester ça de cette façon-là aujourd'hui. Alors, 1 ou 2 minutes, le temps que ceux qui sont un peu à la bourre arrivent, puis après on commencera, et puis ceux qui arrivent en cours de route, ça arrivera en cours de route. Je vais juste faire 1 ou 2 tests de son, et vous allez me dire si c'est mieux, parce que là, je suis... Ah non, quoique. Micro. Est-ce que vous m'entendez mieux ou moins bien que d'habitude? Pareil? Ok. Pour une raison qui m'échappe, j'ai branché un micro, et le micro, il le considère comme des écouteurs. Ça m'emmerde. Ça veut dire que j'ai un super micro, mais il ne sert à rien. Est-ce que si je fais ça, vous m'entendez mieux ou pas? Non. Non, ça change rien. Est-ce que tu as pensé à aller dans les réglages du Mac? La petite roue crantée. Et puis... Ouais, je suis allé regarder, mais c'est pas là en fait. Je sais pas pourquoi. Ce micro-là, il le capte. Attends, quoique, je vais essayer un truc. Franchement, on t'entend très bien, hein. Le micro du Mac est déjà très bon, donc c'est amplement suffisant, hein, Jérémy. Est-ce que c'est mieux là? Non, ça change rien. Bon, tant pis. J'aurais essayé. J'espérais que ça résonne un peu moins, mais tant pis, c'est pas très grave. C'est pas la fin du monde. T'as vu, Valentin, j'ai fait des slides. Valentin me disait hier que c'était plus clair quand je faisais des slides sur lesquels je griffonnais que quand je griffonnais à partir d'une feuille blanche. Et c'est complètement vrai, je le sais, parce que de un, mon écriture, elle est chelou. Et en plus, quand je griffonne au fur et à mesure, assez rapidement, les slides, elles ne ressemblent plus à rien. Le problème étant, c'est que ce que je lui ai expliqué, c'est que les slides que vous avez vus du jour 1, c'est un deck qu'on a fait par des professionnels à partir d'une présentation moche. Et un deck comme ça coûte en moyenne 1 500 €. Et il y a 3 semaines de travail. Donc, j'ai ni eu le temps, ni mis le budget, ni eu la possibilité d'optimiser ça pour que tout l'atelier soit comme ça. Ce sera le cas au fur et à mesure, je pense, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, pour l'instant, c'est un peu... Aujourd'hui, vous aurez du contenu comme ça. Ce sera un peu plus clair que quand je gribouille, mais ce ne sera pas aussi beau que le jour 1 où ça avait été fait par des professionnels. Mais bon, ça se fera au fur et à mesure. Ok, bon, on va commencer tranquillement. 3e jour, déjà, ça passe très très vite. C'est complètement fou. Demain, on parle déjà du mindset. 5e jour, je vais vous décrypter mon business pour vous donner des exemples. 6e jour, j'envoie un petit nombre sur le coaching VIP. Aujourd'hui, on va parler de marketing, surtout. Et vous allez voir que c'est très différent le marketing de ce que vous pensez et de ce que tout le monde vous raconte sur Internet. Parce que je vais vous parler vraiment de ce qu'est le marketing dans son essence, à savoir ce qui a été inventé il y a 100 ans en fait, et qui marche toujours aussi bien aujourd'hui, et comment vous pouvez l'appliquer à votre cas particulier. Nécessairement, quand on parle de marketing, on va parler de copywriting, donc l'écriture de vente, je vous réexpliquerai. On va parler de vente, pure et dure. Même si nous, on ne vend plus, on propose, on va expliquer quand même ce que c'est la vente, parce que
Le fait de dire qu'on propose change le format, mais finalement, ça reste de la vente. Sauf qu'en fait, c'est de la vente douce, où on laisse les gens venir et on ne propose le produit qu'aux personnes intéressées. Maintenant, si on remonte plus haut et qu'on englobe ce qu'on fait, ça reste de la vente. Et on va parler de contenu, contenu au sens large, à savoir les 3 phases de création de contenu qu'on retrouve dans la stratégie de la baignoire. Comment les appliquer, comment les utiliser, comment les améliorer. La première chose donc qu'on doit se demander, c'est quoi le marketing au fond? Le marketing, très simplement, c'est ça. C'est rendre lisible. Il y a en face de vous des gens qui ont besoin de vous. Il y a vous qui avez un produit. Et il y a un espace où vous devez vous rencontrer. Si on devait résumer, le marketing, c'est il y a les gens qui sont là, il y a vous qui êtes là, et là, il y a le marché. Le marketing, c'est la liaison entre les 3. Voilà ce que c'est le marketing. Quand on parle de marketing, quand on parle vraiment des cas d'école, des vieux livres sur le marketing, alors les vieux livres sur le marketing, c'est un truc qui s'appelle le Kotler. Ils font une édition chaque année, c'est relativement imbuvable, ça fait 700 ou 800 pages. Maintenant, s'il y en a qui veulent aller voir ce que c'est vraiment les b.a.-ba, les fondamentaux du marketing qu'on vous apprend en école de communication. Moi, j'ai bouffé ça à toutes les sauces. C'est extrêmement chiant. Ça n'a aucune application pratique pour vous. C'est la théorie. Alors, s'il y en a qui sont très curieux et qui veulent aller regarder, vous pouvez. Maintenant, sincèrement, c'est chiant. C'est très chiant. Le marketing, c'est aussi ce qu'on appelle le marketing mix, ou les 4 P. Il y en a qui disent 5 P. Qu'est-ce que c'est? C'est place. Où est-ce qu'on communique? Product. Le produit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'améliore? Promotion. Donc la communication autour de votre produit. Et price. Parce que votre prix fait partie de votre marketing. Ces éléments-là, c'est finalement l'ensemble d'une stratégie marketing. Quand on a ça, on a les bases. Quand on fait par exemple une stratégie de communication en agence ou quand on la fait dans un grand groupe, ce qu'on va trouver, la première chose qu'on va vous apprendre en termes de marketing, c'est, en termes de campagne, c'est objectif. Pourquoi est-ce que je fais cette campagne? Cible, vous allez voir qu'on va revenir dessus après. À qui je parle? Pour qui elle est cette campagne? Positionnement. Comment je veux être perçu avec mon message? Ça, c'est le b.a.-ba du marketing. Valentin qui nous dit à fond le Kotler, c'est l'horreur. 3 années en école de commerce avec lui, on livre je fais. Ouais, école de commerce, école de communication, on bouffe cette saloperie de bouquin. Fais gaffe, tu as des vieux marketeurs sur ta conf. Là, vous avez la base. Je suis obligé de vous la dire pour avancer dans la suite. Et pour autant, ça ne sert à rien. C'est frustrant, mais c'est souvent ça quand on veut aller dans les fondamentaux d'une discipline. C'est-à-dire que je suis obligé de vous expliquer des choses qui n'ont aucune utilité pour que vous compreniez la suite. Le marketing, c'est aussi ça. Des questions courantes qu'on va se poser. Qui? Où ça? Comment? Pourquoi? C'est aussi des questions qu'on pourrait utiliser pour parler de vision, de mission, des choses comme ça pour votre entreprise. C'est des questions marketing. Qui? C'est un questionnement de cible. La cible, je vous ai appris à la trouver. Ici, vous allez regarder avec un œil marketing comment est-ce qu'on l'analyse plus en détail. Et on va faire ça de façon chronologique parce que le qui, la cible d'une campagne de communication, d'une campagne marketing, d'une stratégie d'entreprise, elle a évolué dans le temps. Ce qu'on voit ici, ça a commencé à être popularisé avec le lobby et la communication institutionnelle et des choses comme ça dans les années 1920-1930, post-Première Guerre mondiale. Et quand on analysait un profil à cette époque-là, la première chose qu'on faisait, c'était analyser un profil démographique. Un profil démographique, ce serait femme, 45, 55 ans, mariée, CSP, donc catégorie socio-professionnelle, plus,
Par exemple, c'est pas des gens qui ont rien, c'est les CSP+, un peu entre les deux au-dessus. Voilà, c'est des grandes lignes. Voilà, c'est un profil démographique, grande ville. Voilà. Ça n'allait pas plus loin que ça. C'était bien pour vendre des aspirateurs, hein. C'est beaucoup moins bien pour vendre de la formation et de l'accompagnement. Ensuite, assez rapidement, on a vu naître ce qu'on appelle le profil psychographique et qui va de pair complètement avec le profil psychosocial. Là, ça va être une personne en reconversion qui est en quête de sens, qui fait du yoga, qui s'intéresse au bien-être, qui aime Tony Robbins, qui, je sais pas moi, qui lit Psychologie Magazine. On va rentrer dans la tête des personnes, dans leurs comportements sociaux, dans ce qui fait qu'ils sont dans une sous-catégorie de population. On va essayer vraiment de comprendre leurs habitudes. Ça nous intéresse énormément ici parce qu'en comprenant leurs habitudes, on comprend où les toucher et comment les toucher, comme je vous l'explique depuis 2 jours. Et enfin, il y a le comportement d'achat. Quand une personne de notre cible achète, par quoi elle passe? Combien de temps ça met? Par exemple, dans le coaching et l'accompagnement, il faut savoir qu'entre le moment où une personne vous découvre et elle passe à l'action, il peut y avoir 3 à 18 mois qui se passent. Parce qu'on est sur des sommes importantes, parce que c'est des sujets complexes, c'est des sujets d'une vie, c'est des gros investissements, ça fait peur, et que des fois on met du temps à cheminer avant de passer à l'action avec quelqu'un. Comportement d'achat, ça peut être aussi d'abord la personne elle lit un livre, quelques semaines après elle commence à regarder des vidéos sur YouTube, puis au fur et à mesure elle va commencer à cliquer sur des pubs, et puis elle va assister à une conf, puis elle va commencer à parler au téléphone avec des coachs pour faire son benchmark, son étude de marché. Ça, c'est un comportement d'achat. On sait que là, quand on en arrive là, ça veut dire que la personne, elle est prête à acheter. La question, c'est chez qui? Et ça dépendra de son cheminement. Tout ça, c'est ce qui nous permet de comprendre à qui on parle. Plus vous êtes capable d'aller loin, plus vous faites mouche facilement. Quand on arrive au niveau 10 sur 10 de tout ça, on peut, avec une micro-audience, et vraiment une micro-audience, quelques centaines de personnes, faire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Parce qu'on fait mouche à chaque fois. C'est des gens qui, en une page de vente et 3-4 emails, font 100 000 euros de chiffre. Je crois que je l'ai fait 1 ou 2 fois. Ça veut dire que vous avez vraiment tapé avec une extrême justesse sur la conversation que la personne avait déjà dans sa tête. L'impression, quand on est en face, quand on est le client, quand on est côté client, c'est cette personne est tellement spécialisée dans mes problématiques et connaît tellement bien les gens comme moi et est tellement capable de les aider qu'elle sait ce que je me dis avant que je me le dise. On a l'impression que c'est flippant, nous, de notre côté, en tant que marketeur, coach, entrepreneur. Mais en fait, côté prospect, c'est hyper rassurant. On se sent compris. Et c'est ça qu'on veut amener avec le marketing. Que la personne se sente comprise. Ensuite, une fois qu'on a ça, la question qui vient, c'est où? Construis-le, ils viendront. Je fais un bon produit et les clients vont arriver. Non, pas du tout. C'est du bullshit, ça. Il faut avoir le meilleur produit de la Terre, le meilleur remède à la pire maladie du monde. Si vous n'êtes pas capable de le mettre devant les yeux des bonnes personnes au bon moment, il ne se vend pas. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas à eux de vous trouver. C'est à vous de vous mettre devant leurs yeux. Ce qu'on veut, c'est aller à leur rencontre. On veut aller les chercher là où ils sont. Pour ça, la première chose qu'on veut faire, c'est se placer au centre de la conversation. Ça veut dire quoi? Aller faire des interviews
avec des personnes qui le suivent déjà. Répondre à des questions sur des forums, sur des groupes Facebook, sous les posts d'autres personnes. Avoir un article dans un magazine peut-être. Avoir une publicité qui tombe sur eux le jour où ils cherchent quelque chose comme réponse. On veut se placer là où se situe la conversation de votre prospect. On veut aussi limiter la friction. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre prospect, il est là. Vous êtes là. Il faut que ce chemin soit fait. Votre but, c'est de le rendre le plus facile possible. C'est-à-dire que si votre prospect il est sur Messenger, il vous dit est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais? Et qu'au lieu de lui répondre, vous le renvoyez vers un formulaire, vous le renvoyez vers une page. Vous lui dites attends, je pense qu'il vaudrait mieux que tu appelles un coach de mon équipe. Vous créez de la friction. Au lieu de juste répondre au flow énergétique qui vous est demandé, vous rajoutez des étapes. Plus il y a d'étapes, plus il y a de friction, plus ça demande d'effort à la personne en face de vous pour vous rejoindre. Plus elle a de chances de s'envoler. Si on parlait d'un site internet et de l'analyse d'une page de vente, par exemple, on parlerait de point de fuite. Si par exemple la personne est sur une page comme ça, c'est votre page de vente, il y a une accroche, il y a du texte, puis il y a un bouton pour acheter. Si vous avez laissé une sidebar avec des choses, c'est un point de fuite, vous la distrayez. Si vous avez laissé des menus, vous la distrayez. S'il y a un pop-up qui s'ouvre et qui dit rejoins ma liste email, vous la distrayez. Quand on parle d'un site web, ça paraît tout à fait logique. Pourtant, on a tous tendance à faire exactement la même chose dans notre communication Facebook ou autre avec nos prospects. On rajoute des étapes quand ce n'est pas nécessaire. Pendant longtemps, moi, j'ai enseigné une stratégie qui est extrêmement simple, qui est celle du business canapé, à savoir, j'ajoute des gens, je fais du contenu, ils le like, on discute en MP, ils font un virement. Et il y a des gens qui me disent oui, mais il faudrait un site, et puis il faudrait peut-être un tunnel, puis il faudrait les avoir au téléphone avec un formulaire. Pourquoi? Pourquoi rajouter de la friction? Vous êtes obligé de rajouter de la friction quand vous êtes débordé de demandes, justement pour mettre des limites. Au début, quand vous avez peu de demandes, pourquoi rajouter de la friction dans votre échange avec les personnes qui ont besoin de vous? Plus c'est simple, moins il y a de friction, plus il y a de résultats. Et finalement, tout ça, c'est pour se placer au cœur du débat. Encore une fois. On veut être là où la conversation se passe. Par tous les moyens possibles. Facebook est une bonne stratégie pour ça. On passe tous 8 ou 12 heures par jour sur nos téléphones. En postant du contenu sur Facebook, vous êtes là où la personne se situe. Si vous apportez de la valeur dans des groupes, c'est bien. Et après, il y a tout un tas d'autres stratégies que vous pouvez déployer. Ensuite vient la question du comment, qui est fondamentale à la réflexion en amont de tout votre marketing. Pourquoi moi? Comment moi? Comment eux? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai que le prospect veut? Pourquoi il me choisirait moi? Et ça passe par votre marque. Et oui, en tant que personne, vous êtes aussi une marque. Et donc, on va parler de branding ici. Et puis surtout de personal branding, votre marque personnelle. Pourquoi moi? La réponse à ça, ça pourrait être mes valeurs, mon histoire, mes combats, ma personnalité. C'est tout ce qu'on a vu hier, en fait. Tout ce qu'on a vu hier répond à pourquoi moi. Comment moi? Comment est-ce que je fais pour l'aider? J'ai besoin de savoir ça en amont pour pouvoir lui passer dans ma communication. Bien souvent, on fait cette erreur de dire « moi, je veux vendre du coaching, je veux le vendre pour les femmes, donc je vais essayer de vendre du coaching aux femmes. » Est-ce que ces femmes, elles ont besoin d'un coaching? Ou est-ce qu'elles ont besoin d'un coaching de groupe? Ou est-ce qu'elles ont besoin d'une formation? Ou est-ce qu'elles ont besoin d'une conférence?
Est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce qui aiderait le plus la personne à résoudre le problème que vous résolvez en termes de format et de comment vous aider avant de décider que vous vouliez vendre tel truc? Une question qu'on ne se pose pas assez. Et ensuite, comment eux? Comment ils font appel à moi? Comment ils me trouvent? Comment ils achètent? Et toutes les questions en fait qui vous séparent d'eux. Ça paraît tellement naturel et tellement logique qu'on ne se le demande pas. Pourtant, parfois, ça mériterait peut-être qu'on se le demande un peu. Ensuite, il y a la question du pourquoi. Pourquoi vous, étant l'incarnation de votre entreprise, faites-vous ce que vous faites? Et comment vous pouvez leur communiquer ça? Mais pour le communiquer, il faut d'abord le définir. On ne peut pas communiquer consciemment quelque chose qu'on n'a pas défini et qui est resté caché dans l'inconscient. Le conscientiser, ça veut dire l'optimiser, le corriger, mettre les bons mots dessus et donc le passer de la bonne façon. Quand on amène de l'inconscient au conscient, on facilite la communication. Quelle est la mission de votre entreprise? Quelle est votre intention à leur égard? Quelle est l'intention de votre communication? Quand vous faites un post, est-ce que vous vous demandez, il sert à quoi ce post? Qu'est-ce que je veux passer comme message? On a tendance à faire une erreur, je vais vous l'expliquer après, c'est qu'on a tendance à toujours vouloir partir de soi. Voici ce que je veux leur dire. Rien à foutre de ce que vous voulez leur dire. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre? C'est votre prospect qui est au centre de votre communication et qui détermine ce que vous allez dire. Et ce n'est pas vous qui parlez au prospect. Et là, on en revient sur l'identité de marque, le personal branding, savoir quelles sont mes valeurs, quelle est ma marque. Est-ce que je suis un sportif, pas un sportif? Est-ce que je suis une mère de famille, un père de famille? Est-ce que je me considère comme un entrepreneur? Ou est-ce que je me considère comme un thérapeute, comme un coach? Ça crée une identité qui est complètement différente, hein, et des valeurs différentes, une façon de communiquer qui est différente. C'est la question, qui suis-je en tant qu'entreprise, en fait? Et qui suis-je en tant qu'accompagnant? Qu'est-ce que je veux passer? Ce qu'il faut comprendre, et cette phrase, elle est fondamentale. Le marketing, c'est leur vendre ce qu'ils veulent et leur délivrer ce dont ils ont vraiment besoin pour l'obtenir. Leur vendre ce qu'ils veulent et leur délivrer ce dont ils ont besoin. C'est une erreur fondamentale. Je vous donne un exemple. Exemple 1. Une personne vient me voir et dit « Jérémy, je veux maigrir sans faire de sport ni de régime et je refuse d'arrêter le chocolat. » Moi, Jérémy, je suis expert en fitness et en perte de poids. Et je vais lui dire « Non, c'est pas possible, Gertrude. Tu dois compter tes calories, faire de la musculation, arrêter les écarts pendant plusieurs semaines. Parce que je suis l'expert et je sais ce qui est bon pour elle. » Gertrude, elle va passer en « Oui, mais moi, je. » Les objections. Oui, mais moi, je ne veux pas faire de musculation parce que je prends vite du muscle et que je ne veux pas ressembler à un homme et puis moi, j'aime vraiment mon chocolat. Moi, je vais continuer. Non, tu ne peux pas parce qu'il faut faire ça, ça, ça et ça. Il faut faire des sacrifices. Qu'est-ce qui se passe ici? Et Gertrude, elle s'en va. Hein. Gertrude, elle n'achètera pas chez moi. Hein. Certainement pas. Exemple 2. Gertrude, elle vient avec la même demande. Sauf que cette fois-ci, je lui réponds d'accord. Il se trouve que j'ai développé une méthode qui permet de perdre du poids sans régime, qui permet de garder le chocolat. Pour le sport, que dirais-tu qu'on trouve plutôt un moyen que ce soit agréable pour toi, que ça ne prenne pas de temps. Et ça te permettra en plus de manger plus de chocolat. Gertrude, elle signe dans la minute. Pourquoi? Parce que ici, je les rejoins sur son niveau de conscience.
Parce qu'ici, j'ai répondu à sa demande. Parce qu'ici, finalement, j'ai dit d'accord à ce qu'elle me demandait. Et ensuite, j'ai dit voyons comment. Voyons comment je peux t'aider à voir ce que tu veux. Et il se trouve que c'est moi qui vais faire des efforts pour lui amener ce qu'elle veut, perdre du poids, en essayant de contrer ce qu'elle ne veut pas faire, parce que moi je sais qu'il faut qu'elle le fasse quand même, mais en essayant moi de trouver une façon créative de l'y amener. Je lui ai vendu ce qu'elle me demandait, je l'ai rejoint sur son niveau de conscience, et après ça, quand elle a signé, je vais trouver moi une solution créative pour lui donner ce dont elle a besoin pour arriver à son objectif. Pourquoi personne, la plupart du temps, ne comprend ce qui se joue vraiment ici? Et vous allez vraiment pas aimer la prochaine slide, elle ne va pas vous plaire. Voilà. Parce que la plupart des gens, et moi le premier à une époque, veulent vendre leur crotte de nez. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que leur crotte de nez était extraordinaire, que c'était de l'art, qu'elles étaient magnifiques, qu'elles allaient sauver le monde. Et peu importe la demande en face, la réponse est « Non, mais moi je veux te vendre mes crottes de nez ». Mais en fait, si le marché s'en tape de ce que vous avez à vendre, si le marché s'en tape de votre niveau de conscience, de votre niveau d'expertise, c'est votre job de rejoindre le marché. Ce n'est pas au marché de s'adapter à vous. Oui, vous pouvez faire évoluer les mentalités, faire évoluer les consciences, petit à petit, en douceur, sans forcer. Si vous voulez vraiment aider vos clients, votre responsabilité, c'est de les rejoindre là où ils sont, sur leur niveau de conscience. Et ce n'est pas à eux de vous rejoindre. Quand on arrête de faire ça, les ventes, elles augmentent. Donc la question, c'est qu'est-ce que veut le marché? Le marché, la première chose qu'on va faire, c'est regarder ce qu'ils disent vouloir. Il faut faire très attention à ça. Parce que, comme je vous l'expliquais hier, la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. On sait ce qu'on croit vouloir. Mais ce qu'ils disent vouloir peut être intéressant pour utiliser dans notre communication, pour leur accrocher leur attention. Typiquement, moi, tout le monde me dit « Jérémy, je peux avoir de l'impact ». C'est le mot qui revient tout le temps. Ensuite, on va regarder ce qu'ils achètent. Pour ça, on peut leur poser la question, mais pour ça, on peut aussi regarder qui dans le marché, ceux qui gagnent le plus d'argent et qu'est-ce qu'ils vendent. A priori, si le numéro 1 est toujours là et toujours numéro 1, c'est qu'ils vendent ce qu'ils veulent acheter. Et ils vendent ce qu'ils achètent. Regardez en fait quel produit, quelle offre a duré dans le temps. Si un formateur a la même offre depuis un an, on peut supposer qu'elle se vend bien. Et donc moi, si les personnes qui me disent « Jérémy, je veux de l'impact », je regarde ce qu'ils achètent. Ils achètent comment gagner 10 cas par mois. Ah, l'impact, il a disparu. Ensuite, je vais aller regarder ce que font mes concurrents qui sont un peu là depuis longtemps sur le marché. Mes concurrents chez moi, c'est comment vendre, comment trouver des clients, comment créer une offre. Et donc au final, c'est un moyen élégant de dire comment gagner de l'argent. Et ensuite, pour comprendre le marché, je vais regarder quelle est la tendance. La tendance annuelle, mais la tendance peut-être d'une décennie aussi, pourquoi pas. Hein. La tendance actuelle, c'est la quête de sens. C'est-à-dire qu'on veut que notre métier soit agréable. On n'a plus envie de sacrifier le bonheur au profit de l'argent.
Avec tous ces éléments-là, je peux me positionner. Ça, c'est ce qui marche. Ça, c'est ce que je dois surveiller. Ça, c'est ce qu'ils veulent vraiment. Et ça, c'est ce qu'ils disent vouloir. Comment créer une offre, trouver des clients et vendre facilement avec une façon qui ait du sens pour toi et qui soit agréable pour enfin gagner 10 K par mois et avoir l'impact que tu veux dans la vie. Ouf. Une bonne offre qui se vend, c'est avant tout de l'analyse de marché en fait. C'est la partie pas sexy du métier. Exemple. Je vends une méthode ultime de confiance en soi pour les gens qui sont en dépression. Hein. Et ma méthode, elle est meilleure que toi. Sauf que en ne m'adaptant pas à mon marché, je me retrouve avec le Xanax comme concurrent. Donc je me retrouve avec un concurrent qui est moins cher que moi, qui est plus rapide, qui est plus efficace à court terme, qui marche à chaque fois. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent des solutions rapides. Ils achètent des solutions efficaces. Ils veulent que ça marche mieux. Si elles peuvent être sans danger, c'est mieux, mais bon, vu que le marché du coaching est une industrie qui est quand même plus faible en chiffre d'affaires que l'industrie pharmaceutique, visiblement, prendre des médicaments, ça ne dérange pas. Donc, je vais trouver une solution créative pour mieux présenter ma solution. Et par exemple, je peux présenter une méthode qui marche en X jours pour avoir les premiers effets, qui permet de ne pas prendre de médicaments, donc de ne pas avoir de problème, et là on va toucher la manne de la population qui n'a pas envie d'en prendre, etc., etc. En fait, je structure mon offre publiquement pour rejoindre les gens sur ce qu'ils veulent. Ma responsabilité, ici, dans mon exemple, alors mon exemple il est volontairement extrême, c'est que ma solution, je dois trouver un moyen de la rendre plus facile que le Xanax en termes de perception. C'est compliqué. J'ai exprès pris un exemple pourri. Il faut vous demander qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, quelles sont leurs alternatives, comment je fais pour que mon alternative ait l'air mieux que ce qu'ils ont d'autre. Et pour ça, c'est les rejoindre sur leur niveau de conscience. C'est à vous de trouver un moyen pour vendre votre solution, si elle est bonne pour eux. Ce n'est pas à eux de faire un effort pour comprendre pourquoi c'est bon pour eux. C'est votre boulot, ça. Votre boulot, c'est de rendre évident le bénéfice. Si la personne elle dit en quoi ça va m'aider, ça veut dire que vous êtes planté. Ça, on le fait bien évidemment avec du contenu. On verra après ça. Et c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la leur. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà dit j'en ai marre, ils ne comprennent pas, c'est vous le problème, c'est pas eux. Pas agréable à entendre. Une des principales raisons de tout ça, c'est le syndrome de l'expert. Vu que votre niveau de conscience il est plus avancé, vous en savez plus que sur eux-mêmes, le problème, c'est que vous voyez déjà les étapes d'après, alors qu'ils sont incapables de les voir. Prends notre exemple de la perte de poids, comme toujours. Hein. L'expert, il a compris que pour perdre du poids, c'était très simple. Il fallait qu'il y ait un déficit calorique. Point. On ne parle pas de cas particulier ici. On parle d'un organisme normal qui n'est pas irrité par quelque chose, etc. Juste un organisme qui fonctionne normalement comme il devrait. Il y a une seule et unique façon de perdre du poids au monde. Elle existe depuis des centaines d'années. Déficit calorique. Pour ça, soit on diminue les apports, soit on augmente les dépenses. Point. Sauf que la personne en face de vous,
elle est au niveau zéro de conscience sur comment fonctionne le mécanisme de la perte de poids. Et par exemple, la dernière chose qu'elle a lue sur Internet, c'est il ne faut pas manger des glucides le soir. Ce qui est une croyance qui date d'il y a 30 ans. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui l'a débunké publiquement à grande échelle, donc tout le monde pense encore ça, hein. Tout le monde, mes parents pensent ça, etc. Alors qu'en fait, on sait que le métabolisme, il fonctionne plutôt par des cycles de 24 heures, voire carrément d'une semaine. Le problème, c'est que si vous, qui savez ça, avec une personne en face de vous qui en est encore là, vous ne la rejoignez pas, qu'est-ce qui va se passer? Votre niveau d'expertise est tel que la personne ne peut pas vous comprendre. Et qu'elle va juste avoir l'impression que vous la prenez pour une débile. Très désagréable. Comment ça se manifeste dans votre communication, dans votre marketing? Ce sont nos experts. Utilisation de termes techniques là où ce n'est pas nécessaire. Niveau de conscience plus avancé que le prospect. Pas envie de vendre, parce que l'impression de devoir se justifier toutes les 3 secondes, de devoir tout réexpliquer à chaque fois, et d'avoir des personnes qui comprennent rien en face. Alors que c'est votre job de leur faire comprendre. Et on finit par en vouloir au prospect. Ils sont cons, ils comprennent jamais rien, moi j'ai vachement de valeur, personne ne le voit, je suis plus intelligent que les autres, il y a tous les cons qui réussissent et moi pas. Le syndrome de l'expert, il est drivé par l'ego. Oui, mais je ne veux pas utiliser des mots généralistes parce que moi je suis un spécialiste, je comprends mieux, les mots ils ont un sens, donc je ne veux pas généraliser des trucs parce que du coup c'est plus tout à fait juste. Ils en ont à foutre. La personne en face, elle veut une solution en fait. Que vous ayez utilisé des mots qui soient dignes d'une expertise scientifique de doctorant, on n'a rien à péter. Hein. Quand il y a une personne qui veut prendre du muscle, elle n'a pas besoin de connaître la synthèse de l'ATP. Hein. Et comment fonctionnent les neurotransmetteurs intramusculaires. Elle veut juste savoir, mange du poisson et des brocolis, va courir, perd du poids. Pourquoi, comment ça fonctionne, elle s'en fout. En fait, ils ne veulent pas savoir comment. Ils veulent savoir si ça va marcher. Vous n'avez pas besoin de les faire chier avec le comment tant qu'ils n'ont pas acheté. Et même quand ils ont acheté, la plupart, ils ne veulent pas savoir comment, ils veulent juste que ça marche. C'est pas réducteur, hein. C'est juste qu'en fait, ils payent justement pour ne pas avoir à chercher le comment et pas avoir à s'encombrer l'esprit avec des trucs compliqués. Tout ça, ça nous amène à la partie suivante. Le copywriting. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Conception-rédaction en français, ça se traduit très mal. Le comment parfois nous différencie justement. Ouais, non. Non, ça ramène juste une couche de complexité. Ou alors, il faut que tu trouves un moyen de rendre ton comment très facile à comprendre. Et de pourquoi il est différent de celui des autres. Mais si tu rentres dans les complexités de ton comment, tu ne te différencies pas, tu rajoutes une couche de friction. Le copywriting, c'est une compétence qui vient du marketing direct. Le marketing direct, c'est en fait direct to consumer, donc direct au consommateur. À savoir, je ne sais pas moi, je fais une pub dans un magazine, il y a un coupon, le consommateur il peut acheter directement via ce coupon. Ça, c'est du marketing direct. Si tu cliques sur la pub, tu peux acheter le produit. Contrairement, par exemple, à une campagne TV Renault, qui n'est pas du marketing direct. Le copywriting, c'est comment on applique le marketing direct. C'est l'art d'écrire pour vendre. Ça a été popularisé dans le monde du marketing par ce qu'on appelle les papis du marketing direct. C'est les vieux de la vieille du marketing direct. Alors, il y a Robert Collier, Ben Sivenga, Dan Kennedy, mais lui, c'est le moins vieux de tous. Il y en a 1 million, il y a Eugène Schwartz. Enfin, je pourrais vous faire une liste si ça vous intéresse. C'est les vieux de la vieille qui ont théorisé le marketing direct.
Ça a 100 ans. On l'utilise encore aujourd'hui. Et donc le copywriting, c'est comment créer une structure de discours qui remplace la conversation dans la tête de votre prospect pour l'amener à acheter ou pour l'amener à faire une autre action. Pour ça, vous avez différents outils. Vous avez l'email, le post Facebook, mais qui à l'époque, en fait, étaient des lettres papier. Quand ça a commencé le marketing direct, c'était des lettres papier, c'était des coupons, etc. Vous avez la page de vente, page de présentation d'offres, de produits, etc. Vous avez la VSL, donc Video Sales Letter, c'est une vidéo de vente, comme on en trouve un peu partout. Et finalement, vous avez toute forme de communication qui reprend les mêmes structures de vente. Un email, un post ou un courrier que vous enverrez chez quelqu'un, il se décompose en 3 parties. L'accroche, le développement de votre idée, et le CTA, Call to Action ou appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque phrase est là pour vendre la lecture de la phrase suivante. Et c'est comme ça qu'on amène la personne d'une phrase à l'autre jusqu'à la fin de notre page. Donc notre accroche, elle est là pour amener le développement. Et le développement, il est là pour les amener jusqu'à l'appel à l'action. Donc les titres comme « J'ai un truc à vous dire », ils en ont rien à foutre. Par contre, j'ai mangé un criquet, ça m'a fait gagner 10 000 euros. Ah d'accord, là je veux savoir. Une accroche, c'est... Une accroche, c'est de la curiosité. Une accroche, c'est comment quelque chose. Une accroche, c'est parler d'une douleur. Une accroche, ça peut être un titre qui soit surprenant. Genre quand les gens ils envoient un mail et que le titre c'est « Oups ». Hein, quoi? Bon, ça, oups. Après, il y a les classiques qu'on connaît tous, hein. N'ouvre pas ce mail. Un peu vu et revu, mais ça marche toujours. Hein. Développement. Vous partez de votre idée. Vous l'expliquez. Vous faites un parallèle avec votre sujet. Et vous tirez une conclusion. Ça, c'est une structure grossière de contenu, mais il y en a des dizaines qui sont possibles. Et à la fin, il y a l'appel à l'action. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Un mail, un post, un appel à l'action. Une demande. Pas clique ici, mais si t'es plutôt comme ça, fais plutôt ça, et puis si t'es comme ça, fais plutôt ça. Non. Plus il y a de possibilités, plus il y a de confusion, moins il y a d'action. Une page de vente est intéressante quand vous avez besoin d'expliquer les grandes lignes de ce que vous faites très régulièrement, toujours aux mêmes personnes, et que vous allez driver du trafic important en quantité vers cette page. Si c'est pour que votre page de vente soit lue par 3 personnes et demie, il vaut mieux faire un Google Doc de 10 lignes ou carrément redire les choses verbalement à chaque fois. Une page de vente, quand vous débutez, vous pouvez tout à fait faire un doc Google. C'est suffisant. Faites un doc Google avec 10 lignes et le prix. Ça peut suffire. Après, derrière, vous pouvez utiliser WordPress, vous pouvez utiliser Podia et tous les outils qui supportent des pages de vente. On s'en fout. Et puis ensuite, l'action de comment faire une page de vente. Et là, je vais vous donner un exemple de structure. Là encore, il y en a beaucoup de différents. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a la réponse qui marche dans votre situation. Un exemple de structure, ça va être une accroche,
une promesse. Là. Qualification. Qualification, c'est est-ce que tu t'es déjà dit que, est-ce que tu es dans telle situation, etc. Vous décrivez la situation de votre prospect idéal pour que ceux qui ne sont pas concernés aient besoin de dire la suite de la page. Ensuite, les fausses solutions. Ceux qui ont essayé. Donc. Pourquoi ça n'a pas marché? Ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Et là, vous allez les emmener tout doucement vers la vraie solution. Alors, problème. Vous allez leur dire comment vous l'avez trouvé. Vous allez amener de la preuve que votre solution elle marche. Il y a plein de façons de faire ça. Vous pouvez utiliser des témoignages, vous pouvez utiliser des cas pratiques, vous pouvez faire des cheminements logiques pour que toute personne qui lit ça se dise « mais oui, forcément, c'est évident ». Derrière, vous allez expliquer ce qu'il y a dans l'offre et vous allez finir par comment l'acheter. Voilà une structure de page de vente. C'est ni la meilleure, ni la plus mauvaise, ni la seule. C'en est une qui existe. Enfin, il y a la VSL, donc la Video Sales Letter. Ça sert pour les personnes qui n'ont pas envie d'écrire des longues pages et qui préfèrent la vidéo ou l'audio. Ça sert pour la pub, ça sert pour des gens qui n'aiment pas lire. Et globalement, c'est toujours pareil. Vous allez créer un script. Vous allez l'enregistrer avec votre tête ou sans votre tête. Ça peut être des slides qui défilent et vous qui parlez derrière. Et vous allez le diffuser à différents endroits. La VSL marche très bien pour les gens qui sont dans des business où ils ne veulent pas se montrer. Dans des business sans personal branding, on utilise la VSL. Oui, Pascal, on peut mettre une VSL en d'une page de vente, ça se fait très régulièrement, justement. Pour les gens, comme ça, ils peuvent choisir s'ils veulent regarder la vidéo ou lire, etc. Pour progresser en copywriting, en plus de la compréhension du client dont on a parlé, on reparlera encore et encore et encore ensemble, il y a une technique simple, relou à souhait et pas sexy. Vous prenez les meilleurs copywriters qu'il y a dans votre industrie, autour de vous, que vous connaissez, ou des vieux de la vieille, ou des plus récents, peu importe, et vous allez recopier à la main, avec une feuille et un stylo, leurs pages de vente, leurs emails et leurs argumentaires. Qu'est-ce qui va se passer quand vous faites ça? Vous allez intégrer dans votre inconscient et dans votre psycho les structures qu'ils utilisent sans vous en rendre compte. Vous allez apprendre la mécanique d'une page. Parce qu'une page de vente, un email de vente, une vidéo de vente, etc., c'est comme une partition de musique. Il y a des enchaînements qui se font d'une certaine façon. Vous pouvez ajouter du liant pour qu'une partie soit mélodieuse avec l'autre. Il y a des trucs qui sont importants, il y a des trucs que vous pouvez enlever, des trucs que vous pouvez rajouter. Et mieux vous maîtrisez les structures, plus vous pouvez les abandonner. Valentin, allez voir des pages de gens qui sont copywriters et pas forcément de gens qui sont dans ton domaine, etc. Clairement, allez voir des copywriters qui sont renommés. Tu prends les meilleurs en France, les meilleurs aux États-Unis, etc. Ils sont connus, les noms. Tu recopies leur page. Ouais, ce ne sera pas pareil que dans ton industrie très exactement, mais au moins, tu es sûr d'avoir de bonnes pages. C'est comme ça que j'ai fait en tout cas. Et j'en ai bouffé un paquet. C'est très chiant. Je vous ferai des listes des personnes qui sont intéressantes. Est-ce que toute la page vente d'office? Non, mais quand en fait il y a un truc qui revient régulièrement. Encore une fois, si tu veux savoir si une offre se vend, c'est est-ce qu'elle revient? Si une offre, tu l'as vue au moins 3 fois dans l'année avec la même personne, c'est qu'elle se vend. Si tu l'as vue une fois et que tu n'en as plus jamais entendu parler, il y a des chances qu'elle ne se vende pas. Ou pas autant que ce que la personne voudrait. On va passer à la partie vente.
Et le but, justement, c'est de la comprendre pour plus avoir besoin de la pratique. Et pour ça, on va regarder les grands principes. Le premier et le plus fondamental, c'est que vendre votre produit, c'est aider la personne. Vous lui rendez service. La personne elle a un problème et vous avez une solution. C'est ça la vente. La plupart des gens n'osent pas vendre et disent oui, attends, je vais t'emmener d'abord dans un truc, une série de 10 emails pour t'apporter de la valeur, pour que tu comprennes bien que j'ai une bonne intention, etc. etc. Imaginez maintenant, il y a une anecdote de copywriting qui est toujours la même qu'on se raconte entre marketeurs. Il y a un monsieur qui rentre dans une pharmacie et il a une infection urinaire. Il pisse des lames de rasoir. Il n'en peut plus, il a envie de crever. Il va chez le pharmacien, il lui dit j'ai mal, faites quelque chose. Le pharmacien, il fait ah oui, je sais exactement ce que vous avez. Vous avez telle maladie, elle se soigne avec tel médicament, etc. Le mec, il dit bah, donne. Le pharmacien lui répond non, attendez, vous allez passer dans la pièce d'à côté, vous allez regarder d'abord un séminaire de 3 heures sur pourquoi vous avez cette maladie, comment elle fonctionne à l'intérieur de votre corps. Et après, si vous voulez, mais seulement si vous êtes sûr, on vous vendra le traitement. Il y a deux solutions. Soit il va dans la pharmacie d'à côté, soit il saute par-dessus le comptoir, il égorge le pharmacien et il prend le médicament. Vendre votre offre à la personne quand elle en a besoin, c'est l'aider. Le deuxième fondamental, c'est comprendre la circulation de l'argent. Vous ne prenez pas leur argent. Vous n'avez pas cette capacité. Vous n'êtes pas un bandit de grand chemin. Vous n'êtes pas Houdini qui rentre dans leur cerveau. Vous ne pouvez pas les manipuler, pas s'ils n'ont pas décidé. Vous ne prenez pas leur argent. C'est un échange équivalent. L'argent, ça sert à quoi? Ça ne rend pas les meilleurs les individus. L'argent, ça a été créé parce qu'on avait un problème. Moi, j'ai des carottes. Le voisin, il a du cuir. Le troisième, il a des chèvres. Il y en a un qui fait des vélos. Si moi, j'ai besoin d'un vélo, mais que ce que moi, j'ai, c'est seulement le vendeur de chèvres qui le veut, on fait comment? Il faut faire des échanges de troc à 9 niveaux. Et je n'ai pas besoin de faire une équation algorithmique à 9 inconnus, moi, à chaque fois que je récupère un vélo. Hein. Donc, on a trouvé que tant de carottes, ça valait tel prix, tant de cuir, ça valait tel prix, une chèvre, ça valait tel prix, un vélo, ça valait tel prix. On a mis ces valeurs en commune, ce qui a facilité les échanges entre les personnes. L'argent, c'est ça. L'argent, c'est une valeur qu'on accepte tous, qui définit le prix des choses pour qu'on puisse se les échanger plus facilement. L'argent, c'est le niveau 2 du troc. Si on comprend ça, on ne prend pas l'argent des gens, ils consentent à nous le donner parce qu'ils voient de la valeur dans ce qu'on fait. C'est ça, ce mot, il est très important. Consentement. Ils sont d'accord. Ils acceptent la valeur. Sinon, ils ne donnent pas d'argent. On ne peut pas les manipuler pour prendre leur argent. C'est une croyance. On peut utiliser des biais cognitifs pour les amener à cheminer comme on a envie, mais à la fin, c'est toujours leur responsabilité, c'est toujours eux qui décident. Si votre prix il est trop élevé, vous n'allez pas prendre plus d'argent. Soit ils voient votre valeur, ils acceptent, soit ils ne voient pas votre valeur, ils n'acceptent pas. C'est un échange équivalent. Est-ce qu'il y a un problème de connexion? Est-ce que vous m'entendez comme si je parlais en robot? Non. Aurélie, ça doit venir de chez toi alors. C'est un problème de connexion dans ce cas-là. Voilà.
La vente n'arrive que quand la personne est convaincue. Vous n'essayez pas dans une conversation de vente de la convaincre. Jamais. Ça sert à rien. Perte de temps. Parce que vous avez dépensé une énergie folle, complètement hallucinante, pour essayer de convaincre une personne sur 1000. Ça va marcher une fois sur 1000. On répond aux questions, on traite les objections d'une personne qui est quasiment convaincue et qui est sur le point d'acheter. Elle a déjà décidé, en fait, vous y êtes pour rien. C'est votre contenu qui agit. Il n'y a qu'une seule type de personne qui essaye de vendre à des gens pas convaincus. Et c'est là qu'on arrive aujourd'hui aux dérives. Et attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. C'est les dérives du closing avec ce qu'on appelle la vente sous pression. La vente sous pression, c'est un procédé qui malheureusement fonctionne, mais qui est illégal. En France, c'est illégal. Hein. On peut aller en prison pour ça. C'est prendre une personne au téléphone, la fracasser psychologiquement jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle va crever si elle ne sort pas de sa situation, et lui dire que le seul moyen d'en sortir, c'est nous, et avec une offre à 5 000 €. Et la casser, littéralement, au téléphone. Et en tant que marketeur, on sait le faire. Alors, il y en a qui ont mis des jolis noms là-dessus. Ils parlent de voyage émotionnel, de transformation, etc. C'est de la vente sous pression. Ça se fait beaucoup dans le closing, tout simplement parce qu'on va faire une pub qui va carrément, sans se prendre la tête, pousser directement sur un appel. Et donc, on va essayer de rentabiliser chaque appel. Et donc, chaque personne dans notre téléphone, on va la fracasse pour qu'elle achète. On a au téléphone des personnes qui ne nous connaissent pas assez, qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas conscience, qui n'ont pas de connaissances, qui ne savent pas qui on est, qui ne connaissent pas notre univers. On va devoir les convaincre au téléphone. C'est tout ce qu'on ne veut pas faire. Ça, non, on ne veut pas. Je ne veux jamais vous voir faire ça. En dehors du fait que c'est illégal en France, et dans beaucoup de pays d'ailleurs. Je crois que les Américains sont un peu plus souples que nous, et encore, ça dépend des conditions. C'est surtout que ce n'est pas une bonne technique en fait. Ne parler qu'à des personnes convaincues et utiliser ce moment pour les convaincre via du contenu, donc sans nous qui essayons de les convaincre, en fait, juste c'est eux qui vont se convaincre tout seuls au contact de votre univers. C'est quand même beaucoup plus reposant et beaucoup plus agréable. Vendre, c'est aussi répondre aux objections courantes. Je vous l'ai déjà expliqué, quand un prospect n'achète pas, c'est qu'il n'a pas confiance en lui pour y arriver, pas confiance en vous pour y arriver, pas confiance dans votre produit pour y arriver. C'est un des trois, ou 2 sur 3, ou les 3. Et les objections, ça va être toujours « oui, mais ». Ou alors le fameux « oui, mais moi, je ». Ça veut dire que vous n'avez pas répondu aux objections de la personne. Et vous pouvez lui demander en fait. Qu'est-ce qui te fait douter? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Et elle va répondre. Peu importe ce qu'elle répond, la seule bonne réponse, c'est « je comprends, tu as raison ». On ne va pas contre la conviction d'une personne. C'est débile, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. D'abord, on valide ce que la personne ressent et pense, parce qu'elle a le droit de le penser, c'est légitime. Et ensuite, si on peut, on y apporte une réponse. Ça, c'est le traitement des objections. Et enfin, le contenu. Quand le contenu ne vend rien, à quoi est-ce que ça ressemble? Le premier palier de la stratégie de la baignoire, c'est le contenu de découverte. Contenu de découverte, c'est du contenu qui est adressé à des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, on prend le niveau 0 de conscience. Moi, par exemple, je vais faire une vidéo qui va dire comment arrêter de vendre à la séance. Vous pourriez faire en finir avec les
émotions négatives. Comment dormir moins et être en forme. Comment soigner un traumatisme. Le contenu découvert, c'est niveau 0 de conscience. La personne ne me connaît pas, et le niveau de 0 de conscience de son problème, elle se pose des questions bateau à crever, et j'y réponds. Et je crée de la confiance et du lien pour l'amener dans mon univers, tout simplement. Ce contenu de découverte, il est censé les attirer plus en profondeur dans votre univers. Et pour ça, il y a le contenu de nurturing. Ce serait le niveau 2. Là, ça va être mon histoire, à savoir, donc, on va amener de la crédibilité. Ça va être mes méthodes. Ça va être des témoignages. Ça va être des cas pratiques. Ça va être des discussions autour de l'expertise de votre métier. Et là, vous pouvez aller plus loin. Là, ici, le but, c'est la confiance et d'amener des connaissances. Souvenez-vous, on avait nos 4 C. Niveau 1, premier C, conscience, prendre conscience du problème et qu'il y ait une solution. Niveau 2, confiance, connaissance. Je l'amène dans mon univers. Niveau 3. Niveau 3, on présente l'offre. Voici mon offre et ce qu'il y a dedans. Et là, vous pouvez le faire avec une vidéo, avec un PDF, avec une page de vente, avec ce que vous voulez en fait. Je s'en fous. Ça, c'est les 3 types de contenus et comment les utiliser. Le contenu, il est là pour répondre aux questions, demandes, objections que vous pourriez avoir dans des conversations one-one et que vous pouvez amener à 1000 personnes d'un coup. Le contenu permet de scaler. Scaler, c'est augmenter la portée sans augmenter le temps de travail nécessaire pour. Il permet de scaler la conversation de vente. On arrive à la fin de cette présentation et j'aimerais que vous reteniez 2-3 choses importantes parmi tout le reste. C'est la compréhension du client qui est au cœur de tout. Les techniques marketing, copywriting, vente, c'est 10%. Le reste, c'est comprendre ce qu'ils veulent et comprendre comment mieux leur donner. Vous devez savoir ce qui se passe dans leur tête sur le marché pour réussir à les aider. Savoir dans quel écosystème vous vous insérez en fait. Savoir quel métier vous faites. Et comprendre avec une vision macro quel est votre métier. Mais surtout, parce que je sais que c'est impressionnant quand on a tout ça, comment je fais pour trouver toutes ces réponses. Vous n'êtes pas censé avoir toutes les réponses tout de suite.
Au début, vous allez juste faire des hypothèses que vous allez tester, analyser et corriger. Et ce qui va vous amener d'autres hypothèses. Ces hypothèses, vous allez les améliorer sur le terrain, en testant des trucs, en écrivant des trucs, en regardant comment ça marche, en parlant avec des gens dans votre cible, en regardant ce qui se vend et ce qui ne se vend pas, en regardant le marché. Il y a tout plein de façons efficaces pour faire ça. Vous n'êtes pas censé avoir toutes les réponses tout de suite. Il y a des personnes qui tapent juste, qui ont des bonnes réponses tout de suite et qui ont des résultats fous en une semaine. Et il y a des personnes, il leur faut 18 mois pour trouver les bonnes réponses. C'est pas grave. Il y a une aberration dans l'entrepreneuriat aujourd'hui qui fait que, parce qu'il y a 3 leaders qui font de la pub et qui ont expliqué qu'ils ont fait 3 millions, 4 millions, 10 millions en tant de temps, on pense que c'est la norme. Ce n'est pas la norme. Tout le monde peut y arriver. J'y crois profondément à ça. Je pense vraiment que tout le monde peut y arriver. Alors, y arriver, ça dépend comment si tu y arriver. 100 cas par an, pour moi, tout le monde peut y arriver. Mais pas tout le monde peut y arriver très très vite en fait. C'est ok, il faut l'accepter. Ça fait partie. Ensuite, il y a quel est votre niveau d'urgence financière et psychologique et plein de choses. Et en fonction de ce niveau d'urgence, vous allez tester différentes méthodes, différentes choses, etc. C'est pour ça que moi, quand j'accompagne des personnes, je regarde où ils en sont d'abord, avant de proposer une stratégie. Parce que, un exemple tout con, tu as besoin de vendre dans 3 mois maximum, je ne te propose pas une stratégie SEO YouTube qui prend 6, 12, 18 mois à se mettre en place. Ce serait quand même con. De même que si tu me dis, je hais la prospection, je hais Facebook Messenger, et je m'en fous que ça mette 18 mois à marcher, je vais te dire, fais un blog et une chaîne YouTube. Et vends sur page de vente. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui est adaptée à soi et à ce qu'on aime. Et à son échelle de temps. C'est fini pour moi, on va passer aux questions. Je le rappelle à ceux qui étaient là au début, pour votre bien à tous, je ne réponds plus aux questions comment faire dans mon cas particulier à moi et fait à ma place Jérémy, parce que ça ne vous rend pas service. Par contre, toute question qui touche sur l'information, comment la comprendre, comment l'interpréter, ou comment l'interpréter dans un marché, etc., avec grand plaisir. Je suis là, moi, ici, pour vous donner de l'information et de la compréhension. Pour tout ce qui touche à la personnalisation, simplement, ça prend plus de temps de le faire correctement et de vous faire cheminer. Et c'est pour ça que je le garde pour l'Académie des génies. Émilie Fortuna, vas-y. Il faut que tu actives ton micro. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Ouais, super. Donc, bonjour à tous. Tu as parlé tout à l'heure des niveaux de conscience pour les contenus. À savoir que les personnes qui vont être en face de toi ne vont pas forcément avoir ce même niveau de conscience. Est-ce que ça ne fait pas partir dans tous les sens que de switcher d'un niveau de conscience à un autre pour satisfaire toute son audience? Et est-ce que ça ne nous tire pas une balle dans le pied, quoi? Tu n'es pas obligé d'essayer de satisfaire toute ton audience et encore moins toute ton audience à la fois sur la même échelle de temps. Donc tu peux décider que pendant une semaine tu fais de la découverte, pendant une semaine tu fais du nurturing. En fait, il faut filtrer un petit peu, tu vois, mais en fait, ça va te tirer une balle dans le pied et te saboter si en une journée tu fais 3 contenus et 3 niveaux de conscience différents. Ça va être compliqué. D'accord, ok. Faut te dire que ce que tu as dans ton audience, en fait, c'est un pipeline. Ouais. Attends. Donc, hop, hop, hop. Et donc là, tu as niveau 0, là, ils sont niveau 1, 2, là, ils sont niveau 3, prêts à acheter. Mais là, il y a aussi une échelle de temps, une temporalité, tu vois. En fonction de comment tu fais tes ajouts Facebook ou si tu as une autre stratégie pour attirer des personnes dans ton audience, tu peux savoir que au bout de 3 mois, tu sais que la majorité de ton audience actuelle est au niveau 1, 2. Tu peux faire des estimations comme ça et faire des tests avec tes contenus pour voir ce qui réagit.
Si tes contenus niveau 0, ils réagissent mieux que tes contenus 1-2, ça veut dire que la majorité de ton audience, elle est encore en phase de découverte. D'accord. Et tu fais des tests comme ça, et tu regardes les réactions. Si tu ne pars pas dans tous les sens quotidiennement ou tous les 2 jours, il n'y aura pas de confusion en face. Ok, d'accord. Bon, bah, super. Merci beaucoup. Tu peux aussi avoir plusieurs supports. YouTube découverte, Facebook nurturing par exemple. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Magali. Il faut que tu actives le micro. Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Moi, j'avais une question à poser par rapport à la page de vente. Alors, ça va peut-être être stupide comme question, Il y a mais pas de est-ce question qu'on met stupide. Oui, je sais, mais je le dis quand même. Est-ce que quand même tu mets le prix dans ta page de vente? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose que tu divulgues après, quand tu as eu les gens en fait en direct par Messenger ou Alors, autre? ça, c'est 100% un choix. D'accord. Dans la mesure où, soit tu te dis, mon marché n'est pas habitué à ce type de prix, et il faut que j'ancre le prix dans un contexte au téléphone avant de l'annoncer. Ouais. Soit mon marché est habitué à ce type de prix. Ou alors, il y a encore une autre réflexion, c'est j'ai pas envie d'avoir au téléphone des personnes qui vont être surprises par le prix et où je vais avoir un gros pourcentage qui ne vont pas pouvoir acheter parce que ce n'est pas dans leurs moyens. Ouais. Et donc, en fait, je filtre. Ça dépend si tu es forte en conversation de vente ou pas. Il y a des gens qui préfèrent avoir beaucoup de conversations, quitte à avoir des personnes pas qualifiées, parce qu'ils sont forts pour faire switcher des gens pendant la conversation. Et j'en connais d'autres qui ne sont pas plus forts que ça en conversation de vente. Et donc, avoir 10 personnes pas qualifiées pour faire une vente, ça les saoule. Et donc, ceux-là, ils vont mettre leur prix directement sur la page. En gros, comme un disclaimer, quoi. Genre, si tu n'es pas OK avec ce prix, c'est même pas la peine de m'appeler, quoi. D'accord, bon, d'accord, ça c'est un choix. Ok. Alors j'ai une deuxième question par contre. Merci, merci Jérémy. Alors j'ai une deuxième question parce que moi j'ai eu pas mal de retours. Ça fait depuis une semaine, j'ai pas mal de gens qui viennent me contacter suite au post qu'on a fait à la fameuse semaine. J'ai quand même un petit entre guillemets un petit souci, c'est que ils me demandent direct c'est quoi ta formation, direct ils me demandent le prix en fait. Et moi je trouve que balancer le prix comme ça sans donner ma plus-value avant et tout ce qu'il y a d'important qu'ils assimilent bien, ça me semble un peu on va dire précipité. Donc, comment je peux agir dans ces cas-là? Moi, ce que je fais, j'essaye de faire une belle découverte, c'est-à-dire lui dire, avant de savoir exactement quoi te proposer, explique-moi un petit peu ta situation, et seulement à la fin, je propose le prix. Ou est-ce que ce que tu disais tout à l'heure, justement, tu sais, d'éviter de faire plein de cursus différents, quoi. Donc, est-ce que je balance directement le prix, ma formation, et je passe pas par une phase de découverte? Ou est-ce que je fais quand même ma découverte comme je le fais jusqu'à présent? Et voilà, c'était pas la question, en fait. Et j'ai perdu tout le monde. Non, t'inquiète pas, je suis juste en train d'écrire ce qu'ils vont répondre. Dans ce cas-là, quand vous avez cette situation, c'est des situations que vous aurez tout le temps. Des personnes qui, alors en général, c'est des personnes qui sont au tout début du niveau de conscience avec vous, ça, et qui arrivent en disant, je veux que tu aies un truc, donne-moi le prix. Je veux savoir le prix. Tout de suite. Un prix n'existe que dans un contexte. C'est ça. Donc, tu es dans la capacité de donner un prix. C'est comme en fait, si vous rentrez chez le médecin et vous arrivez chez le médecin et tu dis, bonjour, ça coûte combien de traitement? Je ne sais pas, ça dépend de ce que tu as. C'est ça, d'accord. Donc, ces personnes-là, on leur explique, et tu peux donner l'exemple du médecin si tu veux. Et donc, on va d'abord faire un diagnostic de leur situation. C'est ce que je fais. Pour ensuite proposer quelque chose d'adapté. L'offre adaptée, tout simplement. Et ça, tout le monde peut le comprendre au niveau logique. Même la personne qui est au plus zéro du niveau de conscience, elle peut que accepter cette idée puisque c'est une idée logique. Puisqu'on va toucher le médecin et on ne s'attend pas de passer à la porte du médecin, que le médecin il nous annonce un prix, un traitement, sans nous avoir ausculté. Pareil, tu as besoin de les ausculter. D'accord, bon, ça me semblait logique en fait, mais vu que tu disais tout à l'heure qu'il fallait mieux raccourcir au maximum, je me disais, bon, est-ce que c'est pas adapté du coup de leur poser des questions et moi je leur demande en fait, je leur dis, mais ça dépend où vous en êtes, je peux pas, chaque situation est différente et c'est la réalité en plus. Ouais. Donc, pas, dans ce cas-là, c'est pas rajouter de la friction, en fait, c'est juste que tu as besoin de ces éléments pour connaître l'offre. D'accord. Bon, parce que sinon quoi? Sinon, tu vas dire le mauvais prix à une personne, tu vas proposer ton offre à une personne qui n'en a pas besoin. Enfin, tu as besoin de qualifier la personne pour voir si elle rentre dans ton écosystème, quoi. Enfin, tu peux pas juste donner un prix comme ça n'a pas de sens. Voilà, bon, ça me semblait logique, mais vu que tout à l'heure tu parlais de friction et que voilà, la personne. Là, dans ce cas-là, non. L'histoire du pharmacien, ça m'a fait penser à moi hier soir en fait. Et je me suis dit, merde, je l'ai fait passer dans la pièce à côté, mais non. Voilà, ça me semblait logique quand même, surtout dans des problématiques comme moi je rencontre. On peut pas arriver et dire, bon, c'est 2500 balles, vous me payez ça et la personne, elle sait pas ce qu'elle paye, quoi. C'est juste pas possible. Tu rentres dans un supermarché en disant, c'est combien le produit?
c'est ça. Non, Donc, mais regardez, oui, c'est c'est ça. quel produit pour faire quoi. C'est Tu ça. rentres pas tu rentres pas chez le boucher en disant c'est combien la viande. Et C'est ça. quelle viande, quelle quantité, pour cuisiner quoi, Bon. vous allez la cuisiner quand, enfin tu vois, tu as besoin de contexte. Oui, voilà. Bon, ça me semblait logique, mais je préférais avoir quand même ta validation. Merci beaucoup, Jérémy. Je t'en Merci prie. beaucoup. Merci. Nicole. Bonjour Jérémy Hello. et tout le monde. Alors, moi, la question qui me venait là, c'était par rapport au blog. Mhm. Le blog, bon, il y a du nurturing, ça c'est une évidence. Enfin, pour moi en tout cas. Le blog, c'est beaucoup de découvertes quand même. Parce que le Mais blog, voilà, c'est ce le que but, c'est j'allais te d'être lu demander en en SEO. fait. Beaucoup de découvertes. Et alors justement, j'allais te demander, quand tu fais du blog, comment tu fais découvrir ton blog? Tu le fais Comment on référencer. te trouve? Ton blog, en fait. Attends. Ton blog, tu vas faire des articles qui vont être visités par le robot Google. Google indexe tous les sites internet qui existent. Tu peux lui demander de le faire manuellement, mais naturellement, il va aller chercher même tous les nouveaux sites, etc. Il va le visiter, il va analyser tes pages, et il va décider de où est-ce qu'il les place dans les résultats de recherche. Et donc, en fait, quand les gens ils vont faire des recherches Google, ils vont tomber sur tes articles. D'accord. Voilà, de la même manière qu'il référence un site, quoi. Ouais. Grosso modo. Ouais, sauf qu'il va référencer toutes tes pages. D'accord. Ok. Et donc, tu dis c'est plutôt de la découverte, alors, le blog? Bon, c'est dire que oui, tu peux faire des articles de nurturing sur ton blog, mais le but d'un blog, c'est surtout d'amener des nouvelles personnes à te découvrir. D'accord. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'autres articles aussi si tu as envie, ça ne change rien. Mais ces autres articles, tu vas devoir les partager à des gens. Parce que les gens aujourd'hui, ils n'ont plus, de lecteurs de blogs sur leur téléphone, c'est ce qu'on appelle des newsfeeds, enfin je ne sais plus comment on disait ça maintenant. Donc en fait, les gens, ils vont venir des réseaux sociaux pour arriver sur ton blog, par exemple. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont déjà dans ton audience et tu vas les ramener vers ton blog à l'extérieur. Ok, d'accord. Giacomo le dit dans le chat et c'est très juste, le nurturing pour un blog, ce serait les emails réguliers. Tu vois, des gens arrivent sur ton blog, ils tombent sur des articles, ils voient un formulaire pour inscrire à tes emails et ils reçoivent tes emails. Tes emails, ce serait le nurturing ici. D'accord. Quelle différence tu fais entre email régulier et newsletter? C'est la même chose. Ah oui, c'est la même chose, d'accord. Ok. Oui, quand je parle d'email régulier, on parle d'une newsletter. Ok. Très bien. D'accord, ben merci. Merci Je t'en beaucoup. prie. Cédric. Bonjour à tous, salut Jérémy. Hello. Là, tu viens de répondre à une partie de ma question sur le blog. Est-ce que quelle chronologie des médias est-ce que tu peux donner avec leur espérance de temps? Alors, tu disais tout à l'heure YouTube, c'est plutôt du long terme. Ouais. Comment est-ce que tu positionnes les différents médias sur une ligne de temps et d'efficacité en termes de découverte, nurturing, etc. Alors avec Facebook, le seul moyen de faire de la découverte, c'est les ajouts à la main. Ok. LinkedIn, de par la portée de l'algorithme en ce moment, qui marche très très bien, tu peux plutôt faire du court terme, ça marche assez vite. Ensuite va venir, je dirais Instagram, qui va être entre court et moyen selon comment tu l'utilises. Et ensuite derrière, tu vas avoir YouTube et blog. Alors bien sûr, il y a toujours des cas particuliers où il y a une vidéo qui explose, un article qui est ranké tout de suite, etc. Mais ça, c'est plutôt des stratégies long terme. Voilà. Et après se place en parallèle de ça, bien évidemment, la publicité payante, qui est du court terme, mais avec des coûts élevés. Ouais. Donc, moi, ce que je conseille aux clients dans l'Académie d'ingénieur en général, c'est d'avoir une stratégie court terme pour l'amorçage. Ouais. Et en parallèle de développer des stratégies moyen-long terme. Et de faire les deux. Ok. Sur Instagram, contenu très visuel, etc. Dans nos métiers de coaching, comment tu vois ça? Des réels sur des idées reçues, Ouais. je peux faire. Des vidéos IGTV sur les questions qui se posent. Ouais.
des citations, Oui. des conseils. Tu peux faire de la découverte. Tu es du Ouais, ok. bureau et tu vas faire du nurturing en story, par exemple, dans ce cas-là. D'accord, ok. Ouais, merci. Je t'en prie. Il y a Alex qui dit dans le chat, Facebook a tendance à limiter la visibilité de nos publications. Comment faire pour améliorer ça? Faire du meilleur contenu. C'est hyper con comme réponse, mais il n'y a pas de technique pour baiser l'algorithme. Hein. L'algorithme, en fait, encore une fois, il faut comprendre l'algorithme des réseaux sociaux. Le but des réseaux sociaux, c'est que les personnes restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Parce que plus elles restent sur la plateforme, plus le réseau social peut montrer de publicité et donc monétiser votre temps d'écran. Plus vous tombez sur des contenus qui sont intéressants, qui vous intéressent et qui vous font rester, plus la plateforme est contente. Donc, comment faire pour que nos publications soient plus vues, comprendre les mécaniques de l'intérêt et de la désirabilité d'un contenu et faire de meilleurs contenus. Sur YouTube, c'est comment augmenter son watch time. Comment faire pour que les gens passent plus de temps sur votre vidéo. Sur Facebook, c'est pareil. En fait, c'est comment faire des posts plus intéressants pour que les gens aient envie de les lire plus longtemps et prendre le temps d'y répondre, etc. Si vous arrivez à faire ça, les réseaux sociaux vous mettront en avant. Plus un contenu est intéressant, plus il est montré. Charline. Bonjour à tous. Alors, moi, petite question, il y en a 2 qui sont toutes mini. Alors, je suis absolument novice et donc nulle, voilà, dans tout ce qui concerne le marketing. Donc, si j'ai bien compris tout ce que tu as expliqué, concrètement, en une phrase, je dois me concentrer sur la compréhension client, c'est au cœur de tout. Oui, complètement. D'accord, donc je me fixe là-dessus. Et la deuxième question, qu'est-ce que le nurturing? Oui, tu vois le niveau, je ne sais même pas. Non, t'inquiète pas. Je l'ai expliqué dans le challenge de 7 jours, je pense, mais vous n'êtes pas tous passés par le challenge, effectivement. Je ne l'ai pas fini. Ouais, non, t'inquiète pas. Alors, le nurturing, concrètement, c'est la phase intermédiaire, tu vois. C'est donc là, il y a la phase de découverte de tes clients. Ouais. Le nurturing, c'est cette phase-là où ils vont passer beaucoup de temps avec toi. C'est la phase, en fait, où tu vas leur apporter de la valeur. Nurturing, si on devait le traduire, c'est le câlinage, tu vois. En gros, tu vas les nourrir de contenu, de conseils, de compréhension, de réflexion, etc. pour les faire évoluer en niveau de conscience vers toi. D'accord. Le nurturing, c'est cette phase-là où tu leur donnes beaucoup pour améliorer, en fait, finalement, leur confiance envers toi. Là, tu parles en termes de contenu, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Ok, merci. Je t'en prie. Odile. Oui, alors moi, je me demandais comment tu fais pour te démarquer sur ton marché avec ton contenu découverte si justement tu traites de sujets bateaux. Tu peux que pas. tout le monde traite. Faut faire des trucs, faut faire foncièrement la question, enfin la réponse elle est un peu facile. Faut faire du meilleur contenu. C'est pour ça aussi que je vous parle autant de niche, parce qu'en fait, comme ça, vous ne faites pas la bagarre avec les gros généralistes qui ont déjà 1 million de vues sur leurs vidéos, ou sur autre chose que leurs vidéos d'ailleurs. Alors après, il faut savoir que, surtout ces derniers temps, là récemment, YouTube donne beaucoup d'opportunités aux tout petits créateurs. À savoir, avant, si votre compte il était tout petit sur YouTube, par exemple, vos vidéos n'étaient pas montrées. Aujourd'hui, YouTube donne leur chance à chaque vidéo. C'est-à-dire quand une vidéo sort, YouTube va la pousser, même si vous avez 0 abonnés, à 10, 20, 50, 100 personnes et va regarder comment ces personnes se comportent vis-à-vis de votre vidéo. Et plus ces personnes sont intéressées, plus elles cliquent, plus elles restent, plus YouTube va continuer à monter les segments pour le montrer à plus de gens. Jusqu'au moment où YouTube va arriver à un niveau d'audience qui ne sera plus intéressé par votre contenu et donc il coupe. Il arrête de le montrer. Donc même si tu es débutant, tu as 0 abonné et que le sujet a déjà été traité 20 fois, si ta vidéo elle est vraiment bonne, elle sera vue. Ok. Merci. Je t'en prie. Est-ce que vous avez encore des questions? Et voilà Aurélie qui a dit dans le chat, nurturing égale phase de mijotage. C'est exactement ça. C'est des personnes qui vous ont découvert et on va les faire mijoter.
avant de leur proposer quoi que ce soit. Annick, yes. Oui, une petite question. Bonjour à Oui. tous, bonjour Jérémy. Tu parles de challenge 7 jours. À mon avis, j'ai loupé ce truc-là. Est-ce qu'il y a encore moyen de se brancher là-dessus? Ouais, complètement. Challenge de 7 jours, c'est un challenge gratuit. Je sais que tout le monde ne l'a pas reçu. Est-ce que, Giacomo, tu peux leur mettre le lien par hasard dans la conversation Zoom sur le côté et on vous remettra le lien aussi dans le groupe Facebook 0 à 100 pour ceux qui ne l'ont pas. Super, On merci verra. beaucoup. Je t'en prie. Aurélie. Coucou. Hello. Alors du coup, moi, j'ai une petite question sur l'appel à l'action. Parce que j'imagine que quand tu es en phase découverte, ton appel à l'action, c'est pas venez chez moi. Non. Ton appel à l'action en phase de découverte, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être regarde plus de contenu. Ça peut être newsletter. Quand je dis regarde plus de contenu, c'est en gros regarde la vidéo suivante ou lis l'article suivant, etc. Ça peut être inscription à une newsletter. Ça peut être, je sais pas moi, découvrir un cas pratique. En gros, ce que tu veux, c'est les amener vers un point d'engagement avec toi plus avancé. Donc, ce que tu veux à ce moment-là, c'est trouver un moyen de les faire rentrer dans ton audience pour pouvoir les contacter ensuite plus régulièrement et plus facilement. Ok. Et j'ai vu, j'ai pas réussi à lire le nom, mais la notion de livre blanc, j'ai vu passer ça plusieurs fois sur Facebook, mais je ne sais pas ce que c'est un livre blanc. Un livre blanc, c'est un e-book, c'est un livre digital sous format PDF de conseils que tu envoies aux gens en échange de leur email. C'est genre, j'ai écrit un livre de 20 pages sur tel sujet, laisse ton email ici et je te l'envoie. C'est un moyen de récupérer l'email des gens. Okay. Et en fonction de... Pardon. Non, vas-y, c'est ce qu'on appelle un lead magnet. Je connaissais plutôt ce terme-là, du coup. Ouais. Et en fonction du niveau de conscience, j'imagine que, par exemple, le lead magnet fonctionne mieux quand c'est de la découverte, et plus on arrive en conscience, plus le contenu... On se rapproche de l'offre. Ouais. Merci. Je t'en prie. Le lead magnet est là en fait pour que les personnes qui vous ont découvert via un contenu puissent rentrer dans votre univers et pour que vous puissiez créer un point de contact avec eux pour les abreuver de contenu de nurturing. Okay. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Pascal. Faut que tu réactives ton micro. Voilà. Salut Jérémy, salut à tous. Ouais, juste pour revenir sur le lead magnet, je confirme, ça marche. Hein, c'est plutôt efficace. Si c'est bien fait, c'est toujours pareil. J'avais une question, Jérémy. Je ne sais pas si tu en as parlé, je n'ai pas fait attention. Au niveau de la fréquence de diffusion, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, qu'est-ce que tu conseilles? Ça dépend de plusieurs choses. Alors, ça dépend de à quel point tu es à l'aise avec la création de contenu. Si tu es un Jérémy qui a un moulin à contenu et qui a 3 idées par jour, tu peux publier tous les jours, pas de problème. Ce sera rarement trop, si ton contenu est bon. YouTube, plus de contenu, c'est mieux. Maintenant, il y a 2 types de stratégies aujourd'hui qui existent et les 2 sont valables pour moi. C'est soit tu fais du daily, la qualité elle est un peu moindre, mais tu mises sur la fréquence. Soit tu fais du ponctuel, tu fais de la qualité supérieure et tu mises sur l'effet wow de chaque contenu. Les 2 stratégies se valent. Ça dépend de ce que toi tu aimes faire en fait. Est-ce que tu aimes du petit contenu sur lequel tu surfes et qui est facile à produire, très régulier, ou est-ce que tu aimes vraiment faire des œuvres, quoi, faire un truc fou? Bah, les 2 en fait, c'est ça le problème. Utilise les 2. Ok. Tu peux, les très très bons contenus, c'est ce qu'on va appeler du contenu flagship. Ça peut te faire connaître et devenir une référence. Et ça ne t'empêche pas de partager en fait des petites idées qui soient régulièrement sous forme de contenu à la con, quoi.
Ouais. Alors, ça ne me dérange pas, j'ai été journaliste télé et presse écrite 25 ans, donc si tu veux, j'ai dû écrire un truc comme 10 ou 20 000 articles dans ma carrière. Et des vidéos, j'en ai en faire 6 ou 7 000, donc ouais. Mais c'est, ouais, je voulais ton avis. On risque pas de saouler au bout d'un moment, pas de... Tu vas saouler les gens qui s'en foutent du problème que tu résous. Ok. On ne parle jamais trop à quelqu'un de ce qui l'intéresse. Ouais, d'accord. Ok, bah écoute, merci. Je t'en prie. Max qui est dans le chat, ponctuel égale evergreen. Max, je vais t'allumer ton micro pour que tu m'expliques parce que pour moi, c'est le contraire, justement. Ponctuel et evergreen, c'est différent. Ok, alors en fait, juste daily, pour moi, ça correspondait du coup au contenu où tu vas raconter peut-être une petite anecdote qui t'est arrivée et c'est quelque chose qui va être durable dans le temps. Pour moi, l'opposé de ça, c'était du contenu qui va être valable encore dans 5 ans, quoi. Ouais, voilà, bien sûr, mais parce que tu as mis un égal. Bah, evergreen, c'est bien le contenu qui va être toujours valable, quoi, qui va durer dans le temps. Bah ouais, mais du coup, ponctuel n'est pas égal à evergreen. Sur ton schéma, le ponctuel, c'était l'opposé du daily. Non, ça c'est la fréquence. Ah, ok. C'est la fréquence de contenu. Mais oui, dans ce cas-là, du coup, si tu t'es basé sur ce que j'ai mis sur mon schéma, oui, ce que moi je dis ici ponctuel, à savoir un contenu que tu fais une fois de temps en temps, c'est effectivement du contenu evergreen. Qu'est-ce qu'on appelle contenu evergreen? C'est un contenu qui est là pour durer et qui sera toujours valable dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Yes. Moi, je me basais sur ça, sur ton schéma. Ouais, ok, d'accord, je comprends mieux du coup. Et effectivement, du coup, c'est tout à fait ça. Ok. Allez, je prends encore 2 questions. Et on arrêtera ici pour aujourd'hui ensuite. Émilie, yes. Émilie, il faut que tu réactives ton micro d'abord. C'est mieux, ça va être mieux, merci. Du coup, par rapport au contenu que tu publies, est-ce que le fait de réutiliser des choses que tu as déjà publiées à un autre moment, c'est possible? Tu peux complètement. Moi, j'aurais tendance à dire d'éviter de le faire à un intervalle trop proche. Tu ne republies pas le même contenu au bout d'une semaine. Maintenant, moi, ça m'arrive régulièrement de réutiliser avec modification ou sans modification, selon si je suis encore d'accord avec ce que j'écris ou pas, du contenu qui va avoir 4 à 6 mois minimum. D'accord. Ok. Ouais, dans ce cas-là, tu peux complètement le réutiliser parce que de toute façon, tout le monde l'aura oublié. Et en plus de ça, ton audience elle sera probablement radicalement différente. Ou alors, il y a d'autres personnes qui vont le voir, qui ne l'ont pas vu, etc. Internet est un monde merveilleux. On a une durée de mémoire de ce qui se passe sur Facebook de 24 heures, je pense. Allez, 3 jours. Donc, en fait, ouais, tu peux largement republier du contenu plusieurs fois. Et c'est pas du tout un problème. Ok, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Certains spécialistes disent que 1 mois, c'est OK. Ça dépend du type de contenu que tu fais. Margot qui republie des contenus qui ont mieux fonctionné 3-4 mois après la première publication. Oui, voilà, 3-4 mois, c'est bien comme rythme. Moi, je trouve que ça fait un peu court. Si vous avez des contenus forts, en 1 mois, en fait, c'est surtout que vous avez touché la même audience 2 fois avec le même contenu. Ce n'est pas forcément nécessaire. À moins que vous ayez vraiment un contenu flagship où tout le monde doit le voir 3 fois, et là, pourquoi pas. Mais non, 3-4 mois, c'est bien. Pour republier du contenu qui a bien marché. Regardez même les gens qui font des podcasts, ça se fait beaucoup de republier un épisode qui a déjà marché. C'est des épisodes qui ont toujours au moins 4 à 6 mois. Ou alors c'est que vous êtes vraiment un rat de contenu, et c'est pas grave, ça peut dépanner, hein. On va vous le pardonner tout le monde. Mais si le contenu n'a pas eu beaucoup de portée et qu'entre-temps nous avons une nouvelle audience, ça reste valable, ouais, complètement. Après, il faut se poser une question, est-ce que ton contenu n'a pas eu beaucoup de portée parce que tu n'avais pas beaucoup d'audience et qu'il n'a pas été mis en avant du coup à beaucoup de gens? Ou est-ce que ton contenu n'a pas eu beaucoup de portée parce qu'il n'était pas bon et parce qu'il n'a pas plu et parce que la tournure n'était pas intéressante, hein. Ce qui n'est pas une critique, hein, juste les faits froids et brutaux. Et dans ce cas-là, si c'est parce que le contenu il est pourri, ça ne sert à rien de le pousser. On fait toujours tous cette erreur-là. Un contenu ne marche pas bien, on essaie de le pousser plus fort. Non, en fait, il faudrait prendre les contenus qui marchent bien et les pousser encore plus fort. Les contenus qui ne marchent pas bien, tu les laisses crever, en fait. Maintenant, si c'est juste parce que tu n'avais presque pas d'audience,
oui, ça vaut le coup de le republier. Pascal, yes, tu seras le dernier. Ouais, bon appétit, Émilie. Non, c'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais au niveau du contenu, de la fréquence. Moi, c'est ce que. Bon, je forme les gens à la vidéo. Ouais, c'est ma clientèle. Je conseille, en fait, tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs. Je conseille de faire une vidéo parce qu'une vidéo, une fois que tu l'as préparée, tu l'as scriptée, etc., tu coupes, tu peux récupérer l'audio. Dans quelques mois, tu peux faire un podcast. C'est pas très difficile. Et tu peux garder le texte. En général, tu as plus ou moins écrit ton texte et tu peux faire un podcast. Pardon, un blog. Donc, en fait, avec la vidéo, tu as les 3 trucs. C'est la stratégie média de Gary Vaynerchuk. Oui, c'est ça. Ouais. À savoir, dans le cas de Gary Vaynerchuk, c'est qu'il fait beaucoup de talks, des conférences, qui vont être filmées par son équipe, qui vont être redécoupées en vidéo YouTube. Et ils vont demander aux gens quel est le passage de la vidéo qui vous a le plus plu. Et ce passage-là, ils vont en faire des IGTV courts. Je crois qu'il en fait une trentaine de trucs chaque fois, je crois. Ouais, bien sûr. Ils vont faire des podcasts, ils vont en faire des posts Facebook, ils vont en faire, pourquoi pas d'ailleurs, des publicités, ils vont en faire des articles de blog, etc. Et donc, oui, effectivement, les confs filmés ou la vidéo peuvent être un très bon point de départ pour décomposer un contenu. Je le conseillais à un client il n'y a pas longtemps, je disais, fais une grosse vidéo sur un sujet en début de semaine et décompose cette vidéo en plein de petites choses tout le reste de la semaine sur le même sujet. Ça permet en fait de recycler son contenu, en fait, c'est hyper efficace. Ça permet de faire gagner beaucoup de temps, d'avoir une cohérence éditoriale en plus. Il y a, juste pour terminer sur ça, après j'arrête, il y a aussi un truc intéressant quand tu fais une interview avec un autre professionnel, si elle dure une demi-heure, tu peux toujours récupérer par exemple trois thèmes de 10 minutes et faire 3 vidéos et les dispatcher comme ça sur plusieurs semaines. Les interviews, effectivement, marchent aussi très bien pour ça. Voilà. IGTV, c'est des vidéos sur Instagram. C'est Instagram TV, c'est une fonctionnalité d'Instagram pour publier des vidéos longues de plusieurs minutes. Parce que si tu publies les vidéos en tant que post, je crois que c'est limité à 1 minute ou un truc comme ça. Donc IGTV, c'est un moyen de publier des vidéos longues sur Instagram. Voilà. Ok. Merci à tous. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Quand on aura raccroché comme d'habitude, je vais vous envoyer le replay, je vais vous envoyer les slides. Donc checkez vos emails, mais je le mettrai aussi dans le groupe. Et puis comme d'hab, si vous avez des questions, on se retrouve directement sur le groupe Facebook. Et on se retrouve demain déjà pour le jour 4, où on va parler essentiellement de mindset et de blocage. Merci à tous et bonne journée.